Good! Bonsoir les mordus! 16 mai 2018, mon Dieu que ça va vite, déjà à moitié d'un mois de passé. J'ai hâte de collecter mes prochains loyers dans 2 semaines déjà. Je suis en compagnie de Benoît Poulain, qui est vice-président chez le CBRE. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Ce soir, on va parler marché multilogement de gros volume. Donc, avant qu'on commence, je vais vous inviter à faire pareil comme je vais faire. On va aller se nommer sur le fil d'actualité du live. Et puis, partager avec vos amis qui aimeraient ça avoir un petit peu d'informations. Donc, parfait. On est là. Good. Fermer mon volume. Il y a un délai. Ouais, Laisse-toi pas déconcentrer, c'est difficile. Donc, Stéphanie Perrault de Blainville, t'as bien compris. Donc maintenant, juste tout le monde fait la même chose. On se présente, on marque la ville d'où on vient, on veut savoir d'où vient notre auditoire. Ensuite de ça, on va liker. Donc, j'ai liké. Puis on va partager. Si vous avez des réseaux qui sont connexes à l'immobilier, partagez ça, là, ça va nous faire plaisir là, d'avoir le plus gros auditoire possible. On est déjà 15, c'est quand même très rapide. Donc, je publie sur mon journal personnel. Donc, j'ai partagé, vous faites pareil. Caro est en train de faire la même chose. On a Cynthia, on a David Michaud, Michael Martel, Bill Simo, Mathieu Gauthier, bonsoir Mathieu, Richard Andrade et Caroline Villeneuve, évidemment, notre chère Caroline. Donc, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, Benoît Poulain est avec nous pour nous parler de multilogement de gros volume. Un sujet qui m'intéresse vraiment parce que moi, je me suis lancé un petit peu là-dedans dernièrement. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire venir Benoît. CBRE, qui est peut-être un petit peu plus méconnu du grand public immobilier. Peux-tu nous dire comment tu t'es retrouvé là? Puis quel est ton rôle, ton poste? Oui, premièrement, CBRE, c'est un acronyme pour Coldwell Banker Richard Ellis. C'est le regroupement de la fusion de plusieurs boîtes de courtage des années 80. Maintenant, CBRE, c'est la plus grosse boîte de courtier commercial au monde. On est présent dans presque tous les pays, toutes les grandes capitales, toutes les grandes transactions, beaucoup de grandes transactions immobilières se font à travers CBRE. Parce que c'est une boîte qui est très, très bien reconnue. On est sur le Fortune 500. On est coté à la bourse de New York. Une autre façon de faire de l'argent, quoique le titre n'a pas bougé beaucoup, là, sauf que dans les années 2008, on pouvait l'acheter à 8 $, il est maintenant à 50 $ US. Bravo! Fait que, mais il était tombé quelques semaines. Et bref, c'est une très grosse boîte. On fait non seulement du courtage, mais on fait également de l'évaluation immobilière, de la gestion de propriété et de la gestion de projet, ou ce qu'on appelle les gestions des installations, comme on fait IBM à Bromont, on fait plein c'est très très diversifié comme boîte. Alors, la partie la plus visible, c'est la partie courtage, évidemment, le courtage commercial, parce qu'on peut voir les pancartes, on vend beaucoup de terrain ou des meubles industriels, et des choses comme ça. Parfait. Moi, chez CBRE, le poste que j'occupe, c'est un poste où je suis en charge de la division multirésidentielle. On est une boîte, on est une des seules grandes boîtes comme Cushman & Wakefield ou Colliers qui a vraiment une division multirésidentielle qu'on a partie il y a 15 ans. OK. Tu me disais tantôt que ta spécialité, c'est aussi les résidences personnes âgées. Oui. Parfait. Est-ce que c'est un marché qui est en pleine croissance présentement? Oui, c'est un marché où il y a beaucoup de demandes, mais c'est plus difficile de faire une transaction de résidence de personnes âgées. On a vendu en février, on a vendu 3, là, on a fait un gros deal avec Chartwell et un joueur local. Mais c'est plus difficile parce que les attentes d'un côté comme de l'autre, c'est plus difficile à évaluer. Ouais. Et il y a moins d'acheteurs. C'est plus une entreprise, une résidence personne âgée, qu'un immeuble en tant que tel. C'est un commerce. C'est très différent. J'en ai une petite résidence, une 50 portes, puis on ne s'attendait pas à ça. C'est beaucoup de travail. C'est un commerce. Ouais, alors, il faut que tu sois spécialisé là-dedans. Et c'est sûr que les belles résidences ne se vendent pas. Hein. Ce que construit Groupe Savoie, ça ne se vend pas. Il y a, ce que construit Réseau Sélection, ils ne veulent pas le vendre. Alors, ce que Cogé construit, ce qu'il y a neuf, ils ne veulent pas le vendre. Alors, ce qu'ils vendent, c'est les résidences de classe B. C'est les résidences qui ont besoin
un petit Un rafraîchissement. petit kicker pour T'sais, augmenter la c'est ça. gestion et la qualité. C'est ça. Alors, ou les choses, les propriétés en banlieue, les produits en banlieue, ou à Québec, mais le Prime à Montréal, le 9, il se rend Impossible. jusqu'au bout. Il se rend jusqu'au bout. Juste pour nos auditeurs, je vais réitérer. N'oubliez pas de vous présenter, dire d'où vous venez, liker, partager, c'est super important. Si on va avoir un gros groupe et plusieurs questions. Le but du groupe est super simple. Le but du live, c'est super simple. Vous posez vos questions à un spécialiste de multilogement de gros volume. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez démystifier certaines choses qui vous trottent dans la tête, que vous voulez savoir, bien, on a la bonne personne pour nous en parler. Il connaît le marché du multilogement de gros volume. Selon toi, c'est quoi du gros volume? Bien, ça a évolué avec les années. Ce qu'on appelle, c'est 100 logements et plus. Okay. Vraiment, la barrière, là, quand on est rendu à faire une transaction d'un 100 logements et plus, c'est du gros volume. On n'appelle pas ça gros volume, mais c'est une propriété importante. Hein? Okay. C'est un projet d'investissement important. Donc, tu dirais que le marché est segmenté en les ceux de plus de 100 logements et ceux de moins de 100 logements? Nous, on le fragmente de trois façons. Il y a le 60 logements et moins, okay. Ça, c'est le petit volume. Il y a le moyen volume entre 60 et 100 logements. Et après ça, il y a le 100 logements et plus. Parfait. Parfait. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous posez les questions. Caroline va me faire un tri là-dessus, puis on va répondre à vos questions en temps réel. Tu as touché beaucoup de secteurs d'activité dans ta carrière. Comment ça a commencé, là, la bosse là, pour l'immobilier? Tes études, ton cheminement pour arriver à... Assez simple. Mon père, c'était un développeur immobilier sur la rive sud de Brossard. Et puis, je travaillais l'été. Pour lui, sa construction. Fait que t'es tombé dedans tout de suite. Oui, on parlait beaucoup immobilier et j'ai fait un bac en administration, spécialisé en immobilier à l'UQAM. Okay. Et j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai toujours été un gars très chanceux. On fait sa chance, hein? Oui, mais j'ai été chanceux. Et quand j'ai terminé l'université, il y avait une boîte à cette époque-là qui commençait, qui était en pleine croissance, que personne ne connaissait, ça s'appelait le SITQ, qui était la branche immobilière de la Caisse de dépôt. Alors, on était comme 15-20 qui travaillaient dans cette boîte-là, mais aujourd'hui, ils sont 2-3 000. Alors, j'ai fait partie de ce début de croissance. J'étais dans le département de gestion immobilière. Alors, j'ai pu toucher à ça, à la gestion, au développement immobilier, à la location d'espaces à bureaux, d'espaces industriels, parce qu'ils achetaient des industriels, ils achetaient des immeubles, et puis là, ils m'envoyaient gérer ça au début. Je me suis occupé un petit peu du Westmount Square. J'étais jeune, là. J'ai quitté... Ça, c'est jusqu'à quoi, 24, 25, 26? De 23 à 29 ans. 23, 29 ans. Ouais. Juste avant de passer un petit peu plus, remonte ton micro peut-être. Okay. Et voilà. Parce qu'on a un petit commentaire que le son était faible. Fait que j'espère si quelqu'un peut commenter si ça s'est placé. Alors, ça a commencé comme ça. Et, fait que tout de suite dans l'immobilier, ton père était déjà là. Oui, mais je ne voulais pas travailler pour l'entreprise familiale pour toutes sortes de raisons. Alors, souvent, c'est des bonnes raisons. Oui. et après ça, j'ai travaillé, je travaillais dans le commercial, de l'industriel, le développement immobilier, tout ça. J'ai connu plein de gens intéressants. Et puis, à un moment donné, j'avais 29 ans, puis là, la Caisse de dépôt, à cette époque-là, ne payait pas, contrairement à aujourd'hui. Ils ne donnaient pas des gros salaires. Ils engageaient des jeunes en québécois et ils leur donnaient une bonne formation. Et après ça, ils les laissaient partir pour créer... parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de francophones dans l'immobilier, même en 80. C'était encore un milieu réservé aux anglophones. C'est vrai qu'on tombe souvent sur des anglophones, surtout dans le gros volume. Là. Oui. OK. Alors, bref, j'ai été travailler pour un groupe d'Européens après. Ça, c'était très intéressant. 4 ans. Eux avaient un gros parc multirésidentiel et un parc commercial. Alors, j'ai été géré pour eux. J'étais en charge de la gestion. Eux étaient en Europe. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ça a commencé aussi, le courtage a commencé très simplement. C'est qu'à un moment donné, c'est les années 94, 95, 96. C'est la crise immobilière. Les immeubles ne valent rien. Personne ne veut en acheter. Et moi, je leur dis, vous qui avez de l'argent, pourquoi on n'achète pas des immeubles? Alors, ils ont dit, OK. Alors, on a fait une transaction. Et je me rappellerai toujours, je me présente chez le notaire. Et le courtier qui fait la transaction, je me rappellerai toujours, je n'aimerais pas son nom. Il n'avait pas travaillé tellement fort dans la transaction. Tu sais, disons que sa présentation, les analyses financières, tout ça, ça laissait à désirer. C'était vraiment pas fort. C'est ça. Tu sais.
Alors là, et jusqu'au jour où je vois sa facture. Ah ouais. Là, je vois la facture dans la transaction et j'ai dit, hey, c'est fini la gestion immobilière. 3 mois plus tard, j'ai quitté mon travail, puis j'ai commencé comme courtier. Bon. C'est comme ça que ça a commencé. En 3 mois, tu as vraiment tout changé. Oui. Décidé que... Oui, j'ai commencé à une petite boîte qui s'appelait à l'époque Élan International, qui est devenu NAI aujourd'hui. Okay. Alors, j'ai commencé avec mes vieux chums, François Paquin, puis tout ça. Et c'est ça. Puis après ça, j'ai compris un peu plus comment ça fonctionnait dans le milieu. Et puis, voilà, j'ai fait une maîtrise. Alors, là, je me suis spécialisé après ça en investissement immobilier, commercial et multirésidentiel. Et quand je voyais, il y a 15 ans, j'ai pris le virage multirésidentiel, je voyais le peu de professionnalisme qu'il y avait dans les listings, la préparation des formations, la préparation des listings, la façon de faire. Malgré qu'il y a des règles de l'OASIC concernant les façons de préparer les listings. Oui, mais c'est pas la bonne façon. Ouais. Même les règles de l'OACQ, ils ne sont pas respectées. C'est pas qu'ils ne sont pas respectés, c'est que c'est pas clair. Ouais. Je vais vous montrer un document quand on fait un document de vente, c'est que c'est pas clair, c'est que c'est ce que demande l'OACQ, c'est le 1/10 de ce qu'on a besoin. Ouais. Parce que nous, on met c'est fait beaucoup plus pour du résidentiel, là, des maisons, exact. Pour des propriétaires occupants que pour des investisseurs. Exact. L'OACQ s'est jamais ajusté à ce que c'est de l'investissement, à un 50 logements, 40 logements, parce que c'est pas pour le public. Ouais. Hein? L'OACQ vise la protection du public. Quand tu es rendu à vendre un 60 logements, c'est plus du public. Le travail, le rôle de l'OACQ n'est plus le même parce qu'on fait affaire avec des gens avisés, des professionnels. Voilà. Alors bref, c'était ça ma petite histoire. Et je me suis spécialisé là-dedans et depuis 15 ans maintenant, je fais pour plus de 3 milliards de dollars de transactions. Wow, félicitations, c'est des gros chiffres. Oui, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. On a, pour le 100 logements et plus, on a certaines années 60 à 70% du marché de toutes les transactions qu'on fait. On est très actifs aussi à Québec. Okay. Dans le fond, c'est les grands centres, parce que des 100 logements, on s'entend, il n'y en a pas à Tête-Feu-de-Même. Non, mais il y en a à Sherbrooke, il y en a même à Granby, il y en a à Sherbrooke, Granby, mais ce pas des marchés qu'on peut couvrir. Parce qu'il n'y a pas de marché. Ce qu'on appelle, c'est qu'il n'y a pas de marché. Il y a un immeuble qui se vend aux 2 ans, ça sert à rien de s'installer. C'est ça, aux 5 ans. Okay? Et il se vend en voisin et tout ça. Alors, il n'y a pas de marché. Alors, surtout les grandes institutions, les REIT, les institutions financières, les compagnies d'assurance-vie n'iront pas s'installer à Granby. Okay? Le marché est trop risqué. Donc, il y a une opportunité pour les gens comme moi qui aimeraient avoir des gros multilogements. Victoriaville, Sorel, Drummondville. Je commence à prendre des notes. C'est des marchés Lévis. Ouais. Hein, c'est de bons marchés pour les investisseurs privés. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas un REIT qui va arriver, qui va débarquer, même Trois-Rivières, qui va acheter beaucoup de choses. Mais l'actif, et si vous faites une gestion professionnelle, c'est un réel besoin. Okay? Le seul problème, c'est que si vous devenez un peu comme certaines familles à Sherbrooke, où vous avez 500-600 portes, ben vous devenez comme le maire de la ville et liquider votre portefeuille est plus compliqué. Votre actif devient moins liquide. Oui, je comprends. Tandis qu'à Montréal, le gars qui a 100 logements, l'investisseur qui a 100 logements, qui a ce genre de produit-là, son actif est très liquide. 4 mois, 5 mois, c'est liquide. Je comprends. Il peut retirer son investissement. Tandis que Sherbrooke, c'est un peu plus compliqué. OK. Juste petite pause, est-ce qu'on a réglé le problème de son? Tout est beau? Oui. Parfait. Je suis sûr parce qu'il y avait plusieurs commentaires en ligne. J'étais nerveux un peu qu'on parle pour rien, mais c'est correct. Donc, je nous écoute, tout est beau. Parfait. Donc, est-ce que tu peux nous décrire, je sais que des fois c'est peut-être plus confidentiel, mais est-ce qu'il y a des transactions publiques ou est-ce que tu pourrais nous parler d'une transaction dans laquelle tu es fier, soit par son volume ou par la complexité que ça a eu de... Oui, avec plaisir. Il y a des transactions qui sont très... les transactions ne sont jamais complexes parce qu'on les prépare. OK. On les prépare... on travaille beaucoup en avant. On fait faire maintenant ce qu'on appelle des conditions d'immeuble. Hein. Avant même d'aller sur le marché, on sait exactement la condition de l'immeuble. Il y a des experts qui passent, ils nous font des rapports, ça dépêche sur l'immeuble, qu'est-ce qui doit être remplacé sur l'immeuble et la valeur.
Alors, on enlève tous les points d'interrogation dans une transaction. Donc, tous les risques de vérification diligente, on fait, nous, notre propre vérification diligente dans les baux et tout ça. Alors, c'est pas tellement... il n'y a pas beaucoup de service que vous allez offrir, là, d'analyser à la place de l'investisseur, dire écoute, c'est bulletproof, là, on a fait la due diligence en grosse partie. Oui. C'est sûr qu'on. Je ne dirais jamais un investisseur ne fait pas de due diligence, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, là, mais on peut se contenter après ça juste de faire quelques spot checks, comme on dit. Là, puis, on ne recommande pas ça, mais juste lire les rapports qu'on produit, OK, 95% des risques sont enlevés. Parce qu'on va jusqu'à la recherche de titre. On fait faire par le vendeur la recherche de titre. Ah oui? Oui. Donc le vendeur a déjà fait faire sa recherche de titre. Si le vendeur, il fait faire sa recherche de titre, les rapports environnementaux à jour, le rapport de l'amiante, le rapport de la loi C-122, les Building Condition Report, tout est prêt. Tout est prêt. Alors, quand tu arrives en transaction, on te donne l'accès, on te donne un mot de passe, tu rentres dans le data room, OK, et tout est là. Alors, impressionnant. Alors, oui. Alors là, il n'y en a pas de risque. Alors, si tu nous dis que tu as besoin de 60 jours pour faire une vérification diligente, avec tout ça, on passe au prochain acheteur. Bref, pour revenir au sujet, on travaille tout très en amont et très peu en aval. Alors, une transaction qui a été particulièrement compliquée. Oui, c'est ça. L'an passé, le portefeuille Pertel, une transaction de 97 millions, 4 immeubles au centre-ville de Montréal. Un vendeur que je connais très bien, avec qui j'avais beaucoup transigé, mais je lui avais vendu beaucoup de produits. Et cette personne-là s'est mise du côté vendeur et c'était une personne extrêmement exigeante. Et la transaction a duré 4 mois, elle est tombée quelques fois, ce qui est rare dans notre milieu. Et elle est tombée une fois ou deux, et où on était hors délai, ça n'arrive jamais, on ne permet jamais ça. Alors, l'acheteur finalement a acheté. Ils ont essayé de renégocier le prix comme 50 fois, ça n'a jamais marché. Le vendeur a dit non, non, non. Alors, ça a été assez compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. Il y avait des choses à régler. Puis, c'est là, quand on l'a fini, là, on était content. Souvent, quand elles sont compliquées comme ça, c'est des belles réussites pour les courtiers parce qu'ils savent que sans leur rapport, probablement, ça arrête-tu la transaction? Bien, c'est dans ce genre de transaction-là qu'un intermédiaire de marché est important parce que tu ne peux pas mettre les gens en contact, même si ce sont des professionnels de l'immobilier, parce qu'il arrive tout le temps, même à ce niveau-là, il arrive tout le temps un moment donné où c'est les émotions qui parlent. Exactement. Et si tu n'es pas là pour ramasser les émotions des gens, et s'ils se le disent directement, à ce moment-là, ça devient personnel et il n'y a plus de transaction possible. Souvent, je le dis, dans les transactions immobilières, là, quand c'est le temps de la négociation, la meilleure qualité qu'un investisseur va avoir, c'est l'empathie. Parce qu'il va se mettre à la place du vendeur, il va comprendre ses besoins, où ce qui s'en va avec ça, puis là, la négociation va bien se faire. Fait que dans la négociation, en immobilier, là, souvent, ça va être la grosse force d'un bon investisseur qui va être capable de bien négocier, ça va être l'empathie. Oui, c'est vrai, l'empathie et la patience aussi. Ouais. La patience. Pas être pressé, pas vouloir closer tout de suite chacun de nos points. Exact. Y aller un à la fois, tranquillement, pas vite. Puis, oui, puis l'empathie, c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Ouais. Félicitations. Mais on n'oublie pas de poser vos questions. Les mordus, on a un spécialiste, c'est le temps. Il faut utiliser son savoir. On a Guy Baillargeon qui fait dire bonjour. Bonjour Guy. Guy te salue. Donc, on y va pour les questions. Oui. Je pense que je fais le tour. Parfait. Donc, la réalité du multilogement 24 plex et plus. Présentement, c'est quoi, là, selon toi, le marché? Est-ce qu'on est dans un marché vendeur, acheteur? On s'enligne vers quoi? Parce qu'on entend toutes sortes de choses là, dans les médias. Ton point de vue à toi, le point de vue de votre boîte. La réalité, c'est que le marché est actuellement parmi les plus chers qu'il a jamais été. Pas en termes de dollars, en termes de différence entre les taux d'intérêt obligataires 5 ans, okay, ce qu'on appelle les Canada Bonds 5 ans, et les taux globaux d'actualisation. Okay. Il y a tout le temps en moyenne entre 200 et 250, 270 points d'écart entre le coût de l'argent, si on veut, okay, et le rendement qu'on obtient avec le taux global d'actualisation. Okay. Actuellement, cet écart-là est à l'entour de 130, 140. C'est jamais vu.
même quand les taux d'intérêt étaient à 5,5 %, on vendait, les taux globaux d'actualisation étaient vers 7 7,5 %. Alors, il y a toujours un grand écart. Le marché devient très cher quand les rendements diminuent. Okay? C'est là qu'on voit que le marché est très cher parce que on ne peut pas parler de prix par porte. Nous, on ne parle jamais de prix par porte. Il y a trop de variables. Trop de variables. C'est un indicateur. Exact. Trop de variables. Là. Exact. On parle beaucoup plus du taux global d'actualisation qui est vraiment le reflet de la qualité de l'immeuble, de son emplacement, de sa condition physique. On a fait récemment, comme il y a 3 semaines, un mois, on a vendu le Peel Plaza à Montréal, centre-ville de Montréal. OK. 3,81. De taux? De taux global d'actualisation. Wow. Assez, oui. Assez. Alors, une transaction de 80 millions. Alors, c'est très. Comment je dirais ça? C'est le prix qu'il fallait payer. C'est le prix, mais le site est irremplaçable. Centre-ville de Montréal est irremplaçable. Ça, c'est un autre monde. Hein? C'est un monde qui n'est pas accessible. C'est pas accessible à la plupart des gens. Il ne faut pas être de conditions, il ne faut pas être de financement. Non, comptant. Transaction comptant. C'est ça. 30 jours. Mais comme je dis, tout le travail est fait en avance. Alors, c'est l'acheteur qui vérifie ses critères à lui et qui établit la liste des investissements qu'il doit faire. Et à la fin de la journée, il est content avec les investissements qu'il doit faire ou non. Mais l'investisseur qui va aller visiter ça, là, le plaza, là, le plaza. Est-ce qu'il visite un logement par étage? Il fait comment? Il visite un étage ou non, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours un taux prédéterminé. OK. Dans notre façon de travailler, c'est qu'on visite toujours le même circuit. On visite 5 ou 6 appartements vacants, des appartements rénovés et des appartements non rénovés. Okay. Et un de chaque taille. Hein? Un studio, un 3,5, un 4,5, un 5,5. Et c'est tout établi d'avance. Qu'est-ce qu'on visite? Okay. Et après ça, les bouloirs, les toitures, etc. Il y a un certain taux qui se fait standard. Ouais. Après ça, l'acheteur qui veut prendre l'avance, il peut toujours arriver et envoyer ses ingénieurs avant d'avoir un offre acceptée. Je comprends. Certains joueurs maintenant font ça, ils envoient leurs ingénieurs, font faire un rapport qui coûte 7, 8, 10 000 $ sur la propriété ou qui challenge les rapports qui sont présents. Okay. Ils revisent, vont donc l'ingénieur va voler le rapport, va dire parfait, moi c'est là je m'en vais. Il rentre dans l'immeuble, il va vérifier certains points, et il recommande à son... Il confirme que tout est... Confirme ou infirme, dit non, les autres qui ont mis, je ne sais pas moi, 400 000 pour tel item, non, ça devrait être 600 000. Mais quand ils déposent leur offre, ils sont avertis. Okay. Tout a été fait d'avance. Alors voilà. Et c'est ça, et voilà. Puis pour les gros immeubles, là on parle de 24 places, vous êtes encore plus gros que ça, là. Mais on en fait du 30. Disons dans le 60 et plus, là, c'est quoi les critères pour être admissible à l'achat de ça? Votre boîte là, va dire, je vais cogner chez vous, là, il y a certains critères, là, vous allez dire, Jocelyn, on ne veut pas perdre notre temps, là. Comment vous qualifiez vos clients acheteurs? On pose beaucoup de questions. Parce que pour un 60 logements ou même pour un 40 logements, on a vendu récemment sur Ridgewood des 30 logements. C'est sûr qu'on ne prendra pas un 24 à Longueuil ou dans un marché comme ça, parce que la valeur est un peu moindre et le temps est précieux. Mais à Montréal, on en fait à Westmount, on en fait des plus petites propriétés dont les prix sont un peu plus élevés par logement. Mais tout le monde est ouvert. On est ouvert à recevoir tous les acheteurs sérieux. On encourage d'ailleurs les gens de venir, des investisseurs, de venir nous voir, de nous appeler et de venir nous dire qui ils sont, c'est quoi leur programme, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont déjà comme portefeuille, quel est leur modèle d'affaires. On aime ça comprendre. Ouais. Hein? On aime ça comprendre l'investisseur, d'où il vient, c'est quoi son expérience, comment il gère ses propriétés. Hein? On prend 1 heure de temps, on s'assoit avec l'investisseur potentiel et là, après ça, on lui demande comment on peut t'aider et comment veux-tu croître ton portefeuille. Alors, les objectifs de l'investisseur. Les objectifs de l'investisseur, et très souvent, ça passe par, comme on fait beaucoup, le gars il dit, moi, je sais pas, j'ai 3 20 logements, mais j'aimerais ça avoir, au lieu d'avoir 3 20 logements, j'aimerais ça avoir un 100 logements. Okay. Alors on va lui dire, écoute, vends tes 20 logements,
ramasse ton comptant et après ça, reviens nous voir et puis on va te montrer tous les produits qu'on a. Je comprends. Et on encourage beaucoup. On n'a pas la même vision d'immobilier. Ça, j'ai eu avec Guy cette discussion-là. Nous, il y en a qui disent l'immobilier, tu l'achètes et tu le gardes. Ouais. OK? Nous, on n'a pas cette vision-là. OK. C'est pas comme ça qu'on voit les grands joueurs. Non, mais je suis surpris parce que moi, je dis la même chose que Guy. Là, j'achète, je veux garder ça le restant de mes jours. Élabore un petit peu là-dessus, ça m'intéresse OK. vraiment. Très facilement, les gros joueurs que l'on rencontre, Ouais. OK, eux, la façon dont ils fonctionnent, c'est complètement différent. OK? Ils prennent un actif, OK? Ils font une projection de 10 ans. Ils achètent l'immeuble, OK? Et au bout de... Ils décident que cet actif-là, ils le gardent 5 ans, 10 ans, 15 ans. Au bout de 10 ans, ils réévaluent l'immeuble, OK? Si c'était dans leur... S'ils rencontrent leur ratio de rendement et tout ça, ils disent, parfait, l'immeuble que j'ai acheté 1 million, il en vaut 2,5 aujourd'hui. J'ai 500 000 qui me reste à payer dessus. OK? Même s'il est bien situé, il est beau, je vais le vendre. Et avec le 2 millions que je vais ramasser, moins l'impôt à payer, je vais acheter plus gros. Je vais tourner mon actif. Ils tournent les actifs constamment. Mais là, on se rejoint parce que je dis toujours, la seule raison de vendre un immeuble, c'est pour acheter plus gros. Fait que, ou c'est pour se relocaliser, mais c'est très... faut tourner ses activités parce que tu tombes sur un bon deal en dehors de ton secteur d'activité, ça peut être plus dur à gérer aussi. Là. Quand tu es loin de tes immeubles, là, ça peut être plus difficile. Oui, mais ça, c'est pas la gestion ou la proximité, c'est une stratégie qui dure un certain moment donné. OK. Mais si tu veux croître ton portefeuille au niveau que tu veux le croître et que tu es capable de le croître, à un moment donné, il faut que tu te détaches de la gestion quotidienne et il faut que tu fasses ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Okay. Donc, tu prends un gestionnaire immobilier qui, lui, va gérer pour toi, puis lui, il va mettre de l'essence dans son auto, puis si tu as un actif qui est à 25 minutes de route, 30 minutes de route, 50, il ira le voir, puis il s'en occupera. OK? Il ne faut pas que tu te laisses arrêter par la géographie. C'est vraiment les chiffres. Est-ce que cet immeuble-là, c'est un bon immeuble? Est-ce qu'après ça, dans la gestion de cet immeuble-là, c'est un immeuble qui est en santé, voir la structure, ces choses-là, pour justement que ça ne soit pas un casse-tête non plus? Évidemment, ça fait partie de la vérification diligente. Mais ce qui est important, c'est que la stratégie d'investissement, elle doit être un peu plus large. Plus on grossit, plus on veut grossir, plus elle doit être large. Exact. Okay? Donc, il faut regarder les plus gros immeubles, les plus petits immeubles, il faut regarder les sites, les qualités. Mais il ne faut pas avoir peur de vendre, même le premier immeuble qu'on a acheté, il faut le vendre à un moment donné. Parfait. Puis, comment est-ce qu'on découvre les opportunités, les potentiels à développer dans des immeubles aussi gros que ça? Tu sais, là, souvent, j'essaie de vérifier mes achats en me disant, est-ce que j'achète un immeuble ou est-ce que c'est un clé en main, il n'y a rien à faire? Ou est-ce que je peux augmenter, est-ce qu'il y a un potentiel que je puisse augmenter ma valeur rapidement, créer une équité très rapidement? Les immeubles qui se vendent le plus cher, ce ne sont pas les immeubles neufs. OK. Dans les immeubles neufs, on ne peut pas avoir des taux de global d'actualisation très agressifs. Pourquoi? Parce que la propriété est stabilisée. Quand on met un immeuble en 2015, 2017, 2016 sur le marché, les loyers sont au marché. Exact. OK. Tandis que les immeubles des années 80, 90, C'est des locataires qui sont là depuis longtemps, puis ils n'ont pas été suffisamment augmentés. Exactement. Et très souvent, en faisant une rénovation d'appartement adéquat, en investissant un peu plus, on peut aller chercher 100, 200, 300 $ de plus par appartement. Exact. Surtout au centre-ville, mais plus dans les grands centres. Même à Brossard, on peut le faire, il y a des secteurs, tout ça. Alors, c'est une stratégie différente. Chaque investisseur a sa stratégie. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que tout le monde a raison. Je regarde la revue et je regarde les idées de tout le monde, les opinions de tout le monde, et tout le monde a raison. Ouais. Il n'y a personne qui a tort, hein, parce que tant que le marché est positif et tout va bien. Les points de vue sont tous valables, c'est ça. C'est ça. C'est positif. Tout le monde est bon, mais une des façons de se comparer, c'est de faire ce que vous faites. Une fois que tu as fait une transaction ou pendant que tu es en train de la faire, tu en parles à des gens que tu connais, qui sont compétents. Ou à ton courtier favori. Ton courtier favori, OK, tu l'appelles, tu dis, écoute, je suis en train de faire cette transaction-là, OK,
et voici, je suis rendu à telle étape, et qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Qu'est-ce que tu penses du secteur? Quel taux global d'actualisation tu appliquerais? Et souvent, il la connaît, l'immeuble, et il va te dire l'histoire derrière l'immeuble. Ouais. Okay? Souvent, Les bons courtiers qui connaissent le marché, ils peuvent aider là-dessus. Et un bon courtier ne se mêlera jamais de ta transaction. Si il va te donner son opinion, et ça va arrêter là. Il n'appellera pas le propriétaire pour un bon courtier, c'est loin. Parfait. On a Kevin Bouchard qui a une petite question. Il dit « Bonjour, je suis de Québec. Je suis présentement avec 125 000 de mise de fonds, prêt à faire un achat pour 8, 10 ou 12 logements. Mais j'ai 2 associés avec 125 000 eux aussi, donc on a 375 000 de mise de fonds. Je suis conscient qu'acheter un immeuble plus gros est mieux, mais j'aimerais apprendre à quel point et en quoi les 24 logements, les 24 portes et plus avec associés pourraient être à son avantage. C'est déjà, je pense qu'à 375 000, 400 000 de mise de fonds, c'est une bonne mise de fonds, surtout dans le marché de Québec. Québec, c'est un excellent marché pour investir. Okay? Parce que le marché est un peu plus pessimiste à Québec. Il y a beaucoup de grands constructeurs qui construisent, les Roussins, les Huot, les Baudet, tout ça, mais ils s'attaquent à un marché qui est beaucoup plus de luxe, une nouvelle construction qu'ils font. Alors, ça laisse un trou. Les gens, ils vont toujours vers le haut. C'est rare que les gens vont vers le bas. Ils vont toujours vers des plus beaux logements. Alors, ça laisse beaucoup d'opportunités à Lévis, à Sainte-Foy. À Sainte-Foy, oui. Moi, j'irais pour un plus petit immeuble, 16 logements, mais bien situé. Bien situé. Pour une première tentative, surtout si vous êtes 3 partenaires, la rentabilité devrait être là, le rendement devrait être là. Parce qu'encore une fois, Québec, c'est un marché un peu particulier où, à mon avis, c'est un aussi bon marché que Montréal. Parce que quand on regarde les fondamentales, c'est pas compliqué l'immobilier, tu regardes les 4 fondamentales. Tu regardes l'immigration, le taux de chômage, okay, le niveau de revenu par ménage, okay, et tu regardes le dynamisme de la ville. Okay. Alors, on regarde ça. Okay. Ça, c'est nos 4 fondamentaux. Il y en a qui en ont d'autres, il y a toutes sortes de critères. Mais Québec, l'immigration va très bien. Toutes les gens des régions descendent. C'est une population, la population est captive, c'est francophone. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais là-bas. L'économie va extrêmement bien. C'est le plein emploi. C'est le plein emploi à Québec. C'est une ville extrêmement dynamique, beaucoup d'investissements. C'est une ville qui se densifie. Alors, moi, sans hésiter... Ville qui est bien gérée, je pense. Ville qui est bien gérée. Sans hésiter, j'irais pour un 16 logements avec 400 000 de... Parfait. Kevin, moi, ce que je crois, quand je regarde ta question, j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup d'immobilier encore, donc peu d'expérience probablement. Peut-être que je me trompe, là, mais c'est ce que je sens dans la question. Te mettre avec 2 partenaires comme ça, premièrement, ça va t'aider dans la gestion du stress d'un investisseur immobilier. Tu sais, moi, ça a pris à peu près 5 ans à acheter mes 40 premières portes. Je me suis mis en affaires avec mon partenaire Eric, puis dans les 3-4 années qui ont suivi, on a acheté 300 de plus. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on est 2 qu'on travaille 2 fois plus fort, c'est parce que lui travaille toujours sur ses forces, puis maintenant, je travaille toujours sur mes forces. Donc, quand arrive le temps de préparer un budget, moi, ça va me prendre 4 jours pour faire un budget. Mais mon partenaire Eric, quand il saute dans un budget, lui, en 20 minutes, il a monté le même budget que moi, j'avais pas. Fait que, tu sais, multiplier les forces. Les partenaires, oui, c'est le fun, ils ont des sous, mais est-ce qu'ils ont des connaissances qui peuvent t'aider à aller plus loin? Ça, je pense que c'est super important d'avoir un partenaire qui va te compléter. Pas tous des partenaires pareils, parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça devient un problème quand ton partenaire a les mêmes forces que toi, puis tu es un petit peu plus vite que lui. Ça veut dire que tu vas tout faire à sa place. Donc, fais attention à ça. Apprends à bien connaître tes partenaires. Se mettre en affaires là, dans un immeuble, c'est pareil comme se lancer en entreprise. Donc, est-ce que tu te lancerais en entreprise avec ces gens-là? Est-ce que tu les connais bien? Est-ce que tu es sûr d'eux? Est-ce que tu sais s'ils font leurs impôts comme du monde? Tu sais, on se met en affaire avec un partenaire. Là, une hypothèque légale, c'est vite arrivé, puis ça devient le problème de tout le monde. Là. Oui, et c'est surtout... Grégoire, tu trouves vraiment les bons points. L'idéal, le partenaire idéal, c'est le partenaire silencieux. Celui, on lui dit voici. Quand on choisit ses partenaires, on lui dit voici. À la base, quand on établit le partnership, il faut lui dire voici. Moi, je vais faire telle chose, je vais avoir telle rémunération, OK, et voici dans quel cadre légal on va travailler.
Exact. Il faut que ça soit défini d'avance, Oh, oui. écrit sur papier, notarié, Convention d'actionnaire. convention d'actionnaire, qui fait quoi, c'est quoi les rendements. Même si tu les connais depuis longtemps, ce qui est écrit, on s'y réfère. Dès qu'il y a un conflit, on sort le contrat, C'est puis on ça. dit convention d'actionnaire fait foi de tout. Vraiment important. Fait que, excellente question, Kevin. Gênez-vous pas les mordus. Si vous avez des questions, c'est le terme, on est avec un spécialiste. Est-ce qu'on peut parler de crédit bail comme stratégie pour l'acquisition de ce type d'immeuble-là? Ça se fait pas. Non, je ça pense. se fait pas. Non, le modèle est assez simple. Hein. Dans le multirésidentiel, le modèle est assez simple. Tu le connais. Tu sais, ça prend une mise de fonds assez importante. 80%, 90% des investisseurs utilisent la SCHL. Même les fonds de pension, même les REIT, tout le monde, il y a des critères différents, mais tout le monde Ouais. utilise la SCHL pour avoir Un effet levier supplémentaire. C'est pas l'effet de levier. Diminution du taux d'intérêt? Diminution du taux d'intérêt, parce Ok. que ce que pas beaucoup de monde sache, c'est qu'avec la SCHL, il y a ce qu'on appelle les grands investisseurs. OK? Quand on passe à un certain niveau, qui est 60 millions, ils vous mettent sous la loupe. Chaque nouvelle acquisition, ils revisent tout votre portefeuille. OK? Au complet. Au complet. Fait que c'est déjà compliqué, ça veut dire que quand tu Oui. dépasses 60 millions, c'est encore plus Quand tu vas compliqué. passer 60 millions, ça va t'arriver rapidement. Ouais. OK? Tu vas appliquer pour un nouveau prêt avec une institution. Là, les CHL vont te connaître, ils vont t'avoir identifié comme grand investisseur et ils vont regarder tout ton portefeuille sur la loupe. OK. Du premier immeuble jusqu'au dernier. OK. OK? Ils vont regarder tes taux d'occupation, ils vont regarder tes rendements, ils vont regarder ce que tu as fait. Et à un certain moment donné, OK, et on le vit, à un certain moment donné, ils peuvent dire non. OK. Ils peuvent te dire non, On t'assure financé. on n'assurera pas ton prêt. C'est une assurance qu'ils donnent, ils vont juger que ton risque est trop élevé. Ils peuvent le faire, je l'ai vu dans certains Ouais. dossiers. OK? Ou ils vont t'offrir des conditions qui t'intéresseront moins. Donc, Non, c'est- non, parce que, attention, la CHL donne une assurance à une banque. Ouais. OK? C'est oui ou non. Ils ne peuvent pas changer les conditions. Ils vont imposer, ils peuvent imposer comme Des des revenus, mais ça, c'est dans la transaction s'ils disent oui. OK. Tu sais, ils vont dire oui, on va avoir une revenu parce que ton toit est à refaire, des choses comme ça. Mhm. Mais ils disent oui. Mais quand ils disent non, c'est non. Tu sais, Il y a c'est rien comme, à faire. il n'y a rien à faire. Tu sais, et on le voit, beaucoup de groupes. C'est pour ça qu'il y a des investisseurs qui arrivent à un certain endroit et c'est difficile. Même les banques, quand tu arrives à un niveau où tu as 150, 200 millions, Mhm. les banques ne veulent plus prendre ton risque. Faut que tu vendes ou faut que tu arrêtes de croître. Ouais. Parce qu'ils vont te forcer à vendre. Alors c'est là que, tu sais, c'est quand tu arrives... Puis c'est là que c'est important aussi d'avoir plusieurs banques différentes qui travaillent avec toi. oui, mais à un certain moment donné, ils se parlent. Ah ouais? Puis à un certain moment donné, ils veulent voir tes bilans, ils veulent voir ce que tu as dans toutes tes compagnies. Mhm. Alors, oui, ils font vraiment une due diligence sur toi quand tu es rendu. Et tu penses que parce que... On t'es pense rendu que plus qu'on investit, plus ça va être facile. C'est Non. juste un autre game, c'est C'est- juste différemment traité. complètement différent. OK, parfait. Complètement différent. Bon, c'est bon à savoir. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Moi, je suis vraiment captivé. La transition d'un investisseur, là, tu sais, parce que nos mordus, en général, vont avoir quelques immeubles. C'est sûr qu'on a des gens qui ont 500 portes, on en a d'autres qui ont une dizaine de portes, mais c'est où, dans notre carrière d'investisseur, qu'on va prendre la décision de faire une transition, on va dire, je m'en vais dans les gros immeubles, là, je me sens prêt, go for it, là, le tout pour le tout. Il n'y a pas de différence, très peu, entre un petit immeuble et un gros immeuble. La seule différence, c'est un peu la mécanique du bâtiment. En termes de gestion, Mhm. OK? La complexité à gérer 100 locataires dans une tour ou 20 locataires dans des triplex ou des quintuplex, c'est la même. C'est la même régie, c'est la même loi. C'est très simple. OK? C'est plus au niveau des opérations. Ça devient un peu plus complexe, Mhm. mais à la fois plus facile. Parce que si on a un immeuble, un complexe qui a 120 logements, 80 logements, à ce moment-là, l'immeuble peut supporter un concierge, un manager à temps ou plein, un un agent de surintendant, c'est ça. T'sais. Un entrepôt aussi. Tu sais, il peut supporter un entrepôt où il y a des matériaux achetés à bas prix pendant qu'ils sont en liquidation ou en spécial. Exact. Ou à gros volume. Si tu achètes à gros volume, souvent tu vas avoir un escompte. Exact. Alors, Ça vient aider à tes chiffres, tes ratios.
beaucoup plus facile. Ouais. C'est que d'être dispersé, d'acheter une tour. Alors, c'est simplement de l'organisation. Moi, souvent, c'est ce que je vais répondre aux gens qui me parlent. C'est quand le temps d'acheter plus gros, c'est hier. Chaque fois que j'essaie d'acheter un petit peu plus gros, parce que je dis c'est encore mieux quand c'est plus gros. Les transactions deviennent toutes plus, je dirais pas faciles, c'est pas facile une transaction, c'est complexe, mais sont plus user-friendly. On dirait que ça va tout seul. Là, ça vient avec l'expérience. Hein? L'expérience double à chaque transaction. Mm-hmm. Parce que la première transaction, rappelle-toi, la première transaction que tu as faite, pendant un mois, tu n'as pas dormi. Proche. Hein? Pendant un mois, tu n'as pas dormi, tu étais nerveux. Oh, ouais. Chez le notaire, tu avais les mois. Exact. OK? Maintenant, tu vas chez le notaire, puis. Avant, je les appelais maîtres, les notaires, maintenant, je les appelle par leur petit nom. C'est ça. C'est vrai que ça fait une grosse différence. C'est la relation qu'on bâtit avec ces gens-là. Oui. Ça fait toute la différence dans le service qu'on va avoir aussi. Là. Justement, plus que tu fais de transactions, plus que tu es proche. Au début, il faut que tu passes par la réceptionniste. À un moment donné, tu as son numéro de cellulaire. Mm-hmm. Mais ta transaction va être facilitée. Là, ouais. Good. Et c'est ça. Et puis, c'est un petit monde. Hein. En tout cas, tout ça, c'est un petit monde. Là. Mais c'est ça. C'est le temps de grossir quand on se sent prêt à grossir, quand on a de la santé, l'énergie et les fonds. Et faut toujours faire attention, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, quand je dis que l'immobilier est très cher. Pourquoi il est cher? Encore une fois, la différence entre les taux, le Canada Bond 5 ans et les taux global d'actualisation est très, très petite. Uh-huh. Même pour un 24 et pour un 30 logements, la demande est tellement forte que les prix augmentent. Et si vous voulez, les multiplicateurs de revenus nets sont rendus à 20, 22, 23, 25. Mm-hmm. Alors, c'était justifié il n'y a pas longtemps parce qu'on pouvait emprunter de l'argent à 1 an à 1,5, 1,8, 1,9. Maintenant, on est à 3, 3,2. Alors, c'est ça que j'ai dit. Tant qu'à parler pour d'intérêt, ton opinion là-dessus, on entend souvent parler, ça va augmenter, ça va s'arrêter où, ça? C'est ce qui est toujours le plus difficile. Les personnes, c'est très volatile. On va à Toronto dans des grandes conférences avec des économistes qui on leur pose la même question et ils ont toutes sortes de théories, mais c'est beaucoup relié à l'économie du Canada. Si notre économie va bien, il ne faut pas que ça aille trop bien. Parce que, on va mieux que celle des États-Unis. Les États-Unis baissent leur taux d'intérêt. C'est vraiment le jeu mondial. Alors, mais personnellement, je crois que ils vont encore augmenter un peu, un demi, 50 points de base à peu près, puis ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser parce que... Mais je pense que de toute façon, c'était pas logique qu'on se fasse financer des immeubles à 2,25, 2,5%. La marge de profit n'est plus là, c'est plus rentable là, pour les banquiers. Là. Oui, les banquiers font le même argent. Les banquiers font le même argent. OK? Parce que c'est toujours, dans les modèles, ça dépend de la RBC, un modèle un peu différent, mais c'est toujours le Canada Bond 5 ans. Eux autres, ils l'empruntent l'argent, puis ils mettent c'est pas leur argent, la banque. C'est l'argent de la Banque du Canada. Ils ont des dépôts. Okay. Alors, eux autres, c'est l'argent de la Banque du Canada. C'est la Banque du Canada, il dit, moi, ton argent, je te donne 50,05 sur ton argent, et je t'en charge, je fixe le taux d'intérêt. Alors, quand la banque, c'est la Banque du Canada qui fait la banque, elle apprend son 110, 115, 120 points, OK, au-dessus du Canada Bank. C'est pour ça qu'elle peut te prêter à 1,7, 1,8. Moi, je comprends. OK, tu comprends? Alors, là, la Banque du Canada prête l'argent à 115, 120, 125. Là, eux autres, ils ont toujours le même stretch. Eux autres, c'est toujours le même 120, 130, 140. Ça touche rien, ça change rien pour eux autres. C'est plus les gens qui ont des placements là-dedans qui vont avoir un meilleur rendement. Exactement. Là où ils ne peuvent pas monter trop les taux d'intérêt, c'est que le coût de l'argent, c'est que ça va ralentir l'économie. Mm-hmm. Et quelqu'un doit payer pour ces taux d'intérêt-là. Alors, l'économie n'est pas assez forte encore pour les monter à 5 %. Parce que si les taux d'intérêt montent à 5 %, ça veut dire que vous allez placer tout votre argent à 4 %, 5 %. Ça va devenir aussi payant de mettre l'argent à la banque que d'investir dans l'immobilier. Exact. Hein? Ça sera plus rentable pour personne. Ben, c'est que ça va... Ça favorise pas une économie qui... C'est ça. Okay. Alors, voilà. En tout cas, je ne suis pas économiste, là, mais... Oui, mais tu m'en as appris. Quelle structure interne adopter? Est-ce qu'on est... on est mieux de sous-traiter la gestion ou de monter une équipe à avoir des employés?
très intéressant comme question parce qu'on voit les deux modèles. Les modèles, ça dépend de soi, ça dépend de ses qualifications. Si on ne connaît rien, si on est fort en finance, et qu'on n'est pas capable de gérer du personnel. On n'aime pas gérer de personnel. À ce moment-là, c'est mieux de se trouver soit un gestionnaire ou soit un gestionnaire externe ou soit un bon directeur ou quelqu'un de confiance, un bon superviseur, selon la taille du portefeuille. Mais les deux modèles sont bons. La plupart des gens, par contre, préfèrent être ce qu'on appelle hands-on, pouvoir prendre les décisions eux-mêmes. C'est beaucoup d'argent quand on est. Mais aujourd'hui, un simple 50 logements, c'est rendu aux 3-4 millions, 5 millions. Alors, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Et fait que tout le monde, la plupart des gens à ce niveau-là veulent être hands-on et gèrent encore eux-mêmes avec l'aide de leur super-intendant. Il y a une grosse partie qui, c'est supérieur le prorata, le volume de gens qui vont gérer eux-mêmes que ceux qui vont utiliser les compagnies de gestion. Ah oui. Mais moi, je pense que ces compagnies de gestion, souvent, c'est pour les plus petits investisseurs qui veulent faire de l'immobilier sans tracas. Ils se disent, je me casse pas la tête, là, ça sert à... Oui, il y en a. Je ne connais pas beaucoup les petites compagnies de gestion, mais une compagnie de gestion, faire de la gestion immobilière, c'est pas rentable. À la base, c'est pas rentable. Okay. Il y a peut-être 2, 3, peut-être 4 gestionnaires importants à Montréal. En banlieue, je les connais un peu moins, mais ils vont partout. Et c'est pas payant. Et ils ne prennent pas n'importe quel immeuble sous gestion, ni n'importe quel client. Parce que, tu sais, ils choisissent là. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, si les gens font une mauvaise gestion, puis ils se disent, on va appeler une compagnie de gestion, mais souvent, c'est parce qu'il y a du travail à faire. Là. Oui. Mais c'est quand tu seras rendu peut-être à 500 logements, là, tu décideras de confier ça à une compagnie de gestion et tu établiras tes propres paramètres, ton propre tableau de bord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je comprends. Alors, c'est là que tu vas être en position de dicter. Et c'est quand tu arrives à un stade de 400-500 logements, 600 logements, tu peux te détacher un peu du day-to-day. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est de devenir non plus un opérateur immobilier, parce que 99%, exagère, mais 90% des gens sont des opérateurs immobiliers, non pas des investisseurs immobiliers. Tout à fait raison. Il y a une nuance qui est fort appréciable. Une grande nuance. Oui. Donc, on commence à penser à mettre une équipe de gestion à partir de combien de portes, selon toi? Tu disais 500? Moi, je 400-500. 400-500 ouais. portes. Avant ça, il faut apprendre parce que tu ne veux pas te déléguer à une équipe de gestion si tu ne sais pas c'est quoi gérer tes immeubles. C'est surtout, ça vient par la gestion financière. C'est quand on est à l'aise de donner les finances, la gestion du day-to-day, des chèques. Parce que gérer les poubelles, c'est pas compliqué. N'importe qui peut faire ça. Mais gérer les chèques, gérer le cash flow d'une propriété, ça prend une certaine sophistication. Il faut que tu sois rendu assez sophistiqué pour dire, OK, moi, là, c'est plus moi là, qui va aller collecter M. Tartampion le vendredi matin pour payer en retard. Là. On met une équipe pour ça. Il y a une structure en place. C'est ta sophistication comme investisseur qui va dire à quel moment tu es prêt. Il y en a qui ça va être plus. Il y en a qui à 2000, ils font encore ça. C'est parce qu'ils aiment ça, eux autres. Oui. Il y en a, à un moment donné, il y a une passion aussi. C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, aussi, il y a une vie. Puis quand tu es rendu à 2000 portes, tu as les moyens d'aller en Floride un peu plus souvent. Un peu plus souvent. C'est ça. Il faut pas que tu choisisses si tu vas en Floride, si c'est le premier ou pas. C'est ça, c'est un choix. On a Marc Hébert Petite. Marc Hébert, petite question. J'ai des économies de 40 000 $ pour acheter mon premier Plex avec l'intention d'y habiter. Toutefois, les banques limitent mon emprunt à environ 320 000 $. J'ai un partenaire prêt à investir 20 000 pour acheter avec moi. Est-ce que je devrais acheter seul ou me mettre avec lui pour acheter un peu plus gros, sachant que je veux m'acheter plusieurs autres ensuite? Là, tu voudrais en propriétaire occupant, donc on parle d'un triplex, un quadruplex probablement. C'est sûr que tu as raison, à 320 000, tu ne magasineras pas grand-chose. Un quadruplex, un triplex, là, on est plus autour de 500-600 000, là, tout dépendant des secteurs. Acheter plus gros propriétaire occupant, ça peut être acheter en partenariat, propriétaire occupant, ça peut être plus difficile. Il y a des techniques qui sont très créatives. C'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais je vais peut-être pousser ma formation. Caroline Amargade a dit c'est quoi qu'elle n'aime pas lui. Donc, on a une formation, c'est le 26 mai à Brossard. Deux cohortes, une le matin, une l'après-midi.
Le matin, on dîne avec les gens. L'après-midi, on va souper avec eux. Je donne tous les trucs qu'il faut justement pour ce type de partenariat-là, pour utiliser les prêts privés à votre avantage dans ce type de financement-là. Si vous voulez savoir comment acheter avec peu de mise de fonds, c'est l'outil tout indiqué. Donc, je t'inviterais, peut-être, Caro, tu pourrais mettre le lien pour que Marc puisse aller voir là, tout ce qu'on fait. J'ai Nick Fontaine. Comment passer du 6 à 8 logements à du 24 logements et plus? Ben, c'est assez complexe comme question. Hein? Ben, c'est la fois simple. Oui, c'est simple et c'est complexe. Le travail derrière ça. Non, la réponse, bien plate, c'est le temps. Hein, le temps. Il faut. C'est le sacrifice. Il faut payer rapidement ses dettes. Exact. C'est bâtir son équité. Et après ça, donc, sacrifier les revenus, sacrifier les retours, réinvestir dans son immeuble et toujours le maintenir, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais la gestion d'actifs, c'est très important, toujours le maintenir le plus beau qu'on peut. Ne pas hésiter à réinvestir tout le temps de l'argent dans son immeuble et pour qu'il prenne le plus de valeur, parce que il y a deux facteurs. Il y a le cash flow, on peut avoir un cash flow très élevé, mais l'immeuble peut être en piteux état. Okay? Alors, moi, j'ai toujours été de l'école de pensée qui dit tu réinvestis, tu sacrifies ton cash flow, tu réinvestis, tu payes ta dette rapidement, et au bout de 5 ans, tu regardes, tu fais évaluer ton immeuble, et tu regardes comment il vaut. Et si tu as une belle équité dedans qui te permet d'acheter un 40 logements, si tu as 1 million, 2 millions d'équité, bien là, tu vends et tu te prépares. Et l'idée, c'est de ne pas avoir peur de vendre et d'être prêt. Parce que le courtier, quand l'opportunité du 40 logements va passer, il faut que tu sois prêt. Tu ne peux pas dire c'est conditionnel à ce que je vende mes immeubles, puis dans 4 mois, je vois l'argent. Non. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Exact. Quand le deal passe. C'est pas comme quand tu es propriétaire occupant de ta maison, tu fais une offre conditionnelle, est-ce que tu vends la tienne? Non. Ça peut être compliqué. C'est une grande préparation. Nick, si je peux renchérir là-dessus, tu as peut-être aussi les projets de partenariat qui peuvent être le fun pour passer de 6 à 8 logements. Tu vends ton 6, ton 8 logements, tu as une petite mise de fonds pour acheter un 24, c'est peut-être pas suffisant. Ben là, tu vas aller te revirer vers des investisseurs qui vont être peut-être un petit peu plus passifs via des projets de partenariat pour acheter de gros immeubles en donnant des rendements. On a Jordan Noël. C'est quoi les pièges à éviter si on grossit rapidement notre parc immobilier? Quelqu'un qui prend de l'expansion, qui achète quelques centaines de portes là, en quelques années. Quel piège faudrait qu'il essaie d'éviter? C'est plus des pièges d'opération. C'est de garder le contrôle de la qualité. Okay? C'est de s'assurer que les loyers sont au marché. C'est de s'assurer que les gens en place font leur travail. Okay? Donc, c'est pas de dire, c'est pas d'être omnibulé par sa croissance, c'est de retourner dans les immeubles et de s'assurer que les appartements sont propres, que les gens, le concierge fait vraiment bien son travail. C'est vraiment important ça, parce que c'est un gros enjeu. Ouais. Les concierges, là, on dirait à chaque fois que tu en engages un, tu penses te trouver la perle rare, puis finalement 3 semaines plus tard, ça fait plus. Il faut qu'il y ait un suivi continuel. Exact. Et quand il y a une croissance, très souvent, on est en transition. Hein? On n'a pas encore toute sa structure. Alors, il faut continuer d'avoir les yeux sur les opérations constamment. C'est ça, c'est un des défis. Parce que c'est le fun d'acheter des immeubles, de faire des due diligence, c'est enivrant, chez le notaire, tout ça. Mais il faut t'apprendre à digérer tes immeubles, puis à bien les connaître, puis à bien les gérer, puis à les maximiser. Bien important. Si tu ne maximises pas ton investissement, tu jettes un peu ton investissement à l'eau. Exactement. Il ne faut pas oublier, on le voit souvent dans les groupes avec qui on fait affaire, qui sont en croissance rapide. On repasse dans l'immeuble qu'on leur a vendu il y a 2-3 ans, puis on voit que c'est un peu négligé. Hein, ils sont déjà rendus ailleurs. Ils sont ailleurs, puis ils sont déjà rendus ailleurs. De bien faire. Ouais. On a passé à travers notre thème. Je voulais juste rappeler aux mordus, 24 mai, on a le lancement du 11e magazine des mordus. Il est complété, c'est envoyé à l'impression. L'équipe est soulagée parce qu'on a vraiment travaillé très très fort pour vous monter un vraiment beau magazine. Donc, on le reçoit vendredi. Donc, la semaine prochaine, je vais pouvoir vous le présenter en primeur dans le live. Avec qui on va être la semaine prochaine, Caroline? Avec Michael Bourgeois. Michael Bourgeois, que j'ai vu hier, conférence fantastique chez Mot Facile.
Vraiment, vraiment, vraiment un gars inspirant. Donc, je vous invite à être là la semaine prochaine, c'est ma mère, 19h. 19h, donc on se revoit la semaine prochaine, les mordus. Merci beaucoup, Benoît. Au revoir, c'est tu m'hypnotisé, là. Moi, j'étais aurait allumé, là. On aurait pu faire ça jusqu'à minuit. Ben oui. Comme ça, c'est une Moi, passion. j'arrêterai Ah, jamais. on est quoi? On est des mordus d'immobilier. On est des mordus. On est des mordus. Il est marketing en plus, ça, j'aime ça. Good, fait que je vous souhaite une bonne semaine des mordus. 5 à 7, jeudi prochain, Park Avenue, ici à Brossard. On a un setup incroyable pour vous. Cliquez sur l'événement là, pour aller chercher des billets parce que quand on fait les gros événements comme ça, je vous le dis, il y a le budget d'un mariage là-dedans. Là. Ça va vraiment être extraordinaire comme soirée. Manquez pas ça, c'est un rendez-vous.